Bonjour tout le monde, et pour commencer, merci au Géo pour leur invitation. Alors, ma présentation ne présente aucun conflit d'intérêts. Alors, je vais effectivement vous parler des séquelles motrices et de la perte d'autonomie des patients en réanimation, et plus précisément ceux qui sont liés à ce que nous appelons les faiblesses neuromusculaires acquises en réa. Comme vous le savez, de nombreux facteurs vont favoriser leur développement, tels que le sepsis, la défaillance multiorganique, l'alitement et l'immobilisation. Moi, je vais m'intéresser plutôt en tant que kiné à ce facteur-là. Mais aussi l'hyperglycémie, l'insuffisance rénale, l'administration de catécholamines ou encore à d'autres facteurs indépendants tels que le genre, la durée de la ventilation mécanique, la nutrition parentérale et le manque d'apport en protéines ou encore l'utilisation de corticostéroïdes ou d'agents bloquants neuromusculaires. Alors, quels sont les effets de l'immobilisation ? Eh bien, lorsqu'on décharge mécaniquement un muscle, il y a une réaction en cascade qui va se produire. Donc, la synthèse des protéines va devenir plus lente. La protéolyse va, quant à elle, être accélérée. Donc, il y a un petit déséquilibre ici dans la balance qui se produit. L'apoptose des cellules va être augmentée. Tout cela va altérer la morphologie du muscle, sa contractilité, sa capacité aérobique. Cela va également modifier les proportions de fibres de type 1 et de type 2. Et tout cela va mener, in fine, au catabolisme, à l'atrophie et à la faiblesse musculaire. Alors l'atrophie des muscles se produit très rapidement, donc celle du diaphragme peut être observée dans les 18 premières heures après le début de la ventilation mécanique. Celle-ci est corrélée avec la durée de la ventilation. Au niveau des muscles squelettiques, l'atrophie peut être observée au cours des 2 premiers jours d'immobilisation en réa. Elle va être très marquée au cours des 2-3 premières semaines de séjour en soins intensifs. Alors jusqu'à 40% de perte de force musculaire peuvent se produire au cours de la première semaine d'immobilisation, soit 1 à 5,5% de perte de force par jour d'immobilisation. C'est énorme. Une réduction de 10 à 14% de la masse du quadriceps a été observée par échographie au terme de la première semaine d'immobilisation en réanimation. Celle-ci est positivement corrélée avec les taux élevés en protéine C activée, témoignant de l'inflammation, et la sévérité des dysfonctions organiques. Alors l'incidence de cette pathologie est très élevée, comme vous le savez, de 25 à 100% en fonction de la littérature. Cela représente quand même un peu plus d'un quart de notre population. Alors l'atteinte va soit toucher je n'ai pas de pointeur pour vous l'illustrer, mais le nerf, le muscle ou encore la jonction neuromusculaire. On distingue 3 types d'atteintes, donc soit la neuropathie pure, la myopathie ou encore la forme combinée. Donc la plupart du temps, ces 2 types d'atteintes, neuropathie et myopathie, se retrouvent chez un même patient. On parle alors de polyneuromyopathie ou encore plus actuellement, on va dire, de faiblesse neuromusculaire acquise en soins intensifs. Alors cette atteinte va toucher bilatéralement et symétriquement les 4 membres, principalement au niveau des membres proximaux. Donc le patient va présenter un état de tétraplégie franche à une tétraparésie. La musculature de la face est généralement préservée, donc le patient va grimacer à la douleur lors de son réveil en étant incapable de mobiliser les membres. Ça, c'est un signe clinique très important qui nous permet d'identifier la présence d'une faiblesse musculaire. On peut également observer une diminution, voire une absence des réflexes ostéotendineux ou encore la présence de troubles sensitifs, principalement thermiques ou algiques. Alors l'autre élément clinique important qui nous permet de suspecter la présence d'une faiblesse musculaire est l'impossibilité de sevrer le patient de sa ventilation mécanique, et ce, en l'absence d'une pathologie pulmonaire ou cardiovasculaire. Alors cliniquement, il est très facile d'évaluer la force musculaire des patients à leur chevet, dès qu'ils sont réveillés, conscients et collaborants, bien évidemment, grâce au score MRC, que je vous détaillerai par la suite si vous ne le connaissez pas.
Il s'agit d'une cotation qui varie de 0 à 60 points, 0 correspondant à une tétraplégie complète et 60 à une force musculaire normale. Alors, lorsque ce score est inférieur à 48 sur 60, on suspecte la présence d'une faiblesse neuromusculaire acquise. Ce cutoff est associé à une prolongation de la ventilation mécanique, à une prolongation du séjour en soins intensifs, à une augmentation de la mortalité ainsi qu'à une diminution de la qualité de vie des patients. Ça ne fonctionne plus. Ah, voilà. Alors, les principales conséquences à court terme sont bien sûr fonctionnelles, mais aussi respiratoires. Dans ce cas, l'atteinte des muscles respiratoires, principalement du diaphragme et des abdominaux, est associée à une augmentation de la durée de la ventilation mécanique, ainsi qu'à une augmentation du taux d'échec de sevrage de cette ventilation. À plus long terme, l'atteinte des muscles squelettiques va retarder l'autonomie du patient, prolonger son hospitalisation, nécessiter parfois son transfert dans un centre de revalidation, différer son retour à la maison et entraver la reprise de son travail. Alors, une faiblesse musculaire significative et un statut fonctionnel significativement diminué ont été observés à la sortie des soins intensifs par de nombreuses équipes. Généralement, le patient va récupérer dans les semaines qui suivent son réveil, mais parfois ça peut prendre beaucoup plus de temps. Donc certains patients ne récupèrent de manière complète qu'au bout de 1 à 2 années, voire plus. Et certains patients ne récupèrent même jamais complètement. Alors voici un petit aperçu des différentes séquelles motrices que j'ai relevées dans la littérature qui vont affecter la qualité de vie des patients. Donc, certaines études ont rapporté à 6 mois de suivi une diminution des réflexes ostéotendineux, une diminution de la sensibilité au niveau des extrémités, des problèmes d'hyperesthésie nociceptive, des problèmes de fléchisseurs dorsaux de la cheville, des problèmes d'atrophie musculaire ou d'ossification articulaire. À 1 an de suivi, certaines études rapportent l'altération de la distance de marche, la présence toujours de faiblesses musculaires, des problèmes dans la réalisation d'activités quotidiennes courantes et rapporte le fait qu'à 1 an, seulement 50% des patients ont repris le travail. À 5 ans, certaines études rapportent toujours la présence de signes de dénervation, la présence de déficits moteurs sensitifs à l'examen, des atteintes du nerf péronéal, mais ça c'est plutôt rare, également une faiblesse musculaire qui est ressentie par le patient et une sensation de limitation dans la réalisation des exercices et des activités quotidiennes courantes. À 5 ans de suivi, la distance de marche est encore altérée également. Et comme vous le voyez, à 5 ans, seulement 77% des patients sont retournés au travail. Alors, à 8 ans de suivi, cette étude portant au total sur 516 patients ayant survécu à un sepsis sévère a rapporté la persistance de déficits fonctionnels et cognitifs. Donc voici quelques petites études pour vous illustrer tout ça. Il s'agit ici d'une étude de cohorte prospective dont les objectifs étaient d'évaluer les différences en termes de mortalité post-USI et de fonction physique à 6 mois de suivi, donc, entre les patients présentant une faiblesse neuromusculaire et ceux n'en présentant pas. Alors, sur 156 patients inclus, vous pouvez voir que 80 patients ont présenté une faiblesse neuromusculaire. Alors, vous pouvez voir ici que la faiblesse neuromusculaire était indépendamment associée à la mortalité post-USI diminuée, enfin augmentée, pardon, il y avait une plus grande mortalité, ainsi qu'à une fonction physique qui, elle, par contre, était diminuée à 6 mois de suivi. À 1 an, cette étude, qui est une étude prospective également, randomisée, contrôlée avec analyse appareillée, dont les objectifs étaient de déterminer les outcomes ainsi que la mortalité à 1 an de suivi, les coûts intra-hospitaliers et l'impact sur la récupération, a porté au total sur 415 patients ayant séjourné longtemps à l'USI, c'est-à-dire un peu plus de 8 jours. Sur les 415 patients inclus,
227 patients, donc soit plus de 50% des patients, ont présenté une faiblesse neuromusculaire. Ces patients-là ont présenté une probabilité de sevrage de la ventilation mécanique plus faible, une probabilité de sortie des soins intensifs plus faible, une probabilité de sortie de l'hôpital plus faible également. Par contre, ils ont présenté un coût par patient plus élevé d'environ une trentaine de %. Alors, cette étude a également montré que la sévérité de la faiblesse neuromusculaire et sa persistance au cours du temps étaient associées à une augmentation de la mortalité à 1 an de suivi. Alors tout récemment, c'est récent également, publié en 2016, c'est toujours une étude sur une année de suivi. C'est une grosse étude, c'est une étude rétrospective dans ce cas, qui a porté au total sur 10 343 patients et dont l'objectif était d'évaluer la mortalité à 1 an de suivi, et vous pouvez voir que les patients qui ont présenté un statut fonctionnel faible à leur sortie de l'hôpital ont présenté une mortalité plus importante. À 5 ans de suivi, cette étude récente a montré également, donc les objectifs de cette étude étaient d'évaluer la mortalité, il s'agit d'une étude longitudinale, donc les objectifs de cette étude étaient d'évaluer la mortalité au cours du temps ainsi que la force musculaire, et donc les auteurs de cette étude ont rapporté qu'il y avait 38% de leur population qui ont présenté une faiblesse neuromusculaire, et qu'il existait une association entre la présence de cette faiblesse musculaire et la mauvaise survie, et ce, tout au cours du temps, jusqu'à 5 ans de suivi. Donc, quels sont les moyens de prévention et les traitements? Eh bien, avant tout, il faut essayer de prévenir et de traiter les facteurs de risque, donc traiter le sepsis, contrôler et traiter la glycémie, assurer une nutrition et un apport en protéines adéquats, interrompre ou en tout cas limiter la sédation autant que possible, et enfin mobiliser les patients le plus précocement possible. Alors, il existe une multitude de techniques de mobilisation, allant de la mobilisation passive à l'emploi de jeux vidéo interactifs actuellement. Donc, vous pouvez voir ici également des techniques d'électrostimulation, l'emploi d'ergocycles, la déambulation et l'utilisation de tables de verticalisation. La littérature a démontré largement que la mobilisation précoce était sûre et réalisable, qu'elle pourrait améliorer la récupération fonctionnelle, qu'elle pourrait diminuer la durée de la ventilation mécanique, la durée de séjour et diminuer le taux de réadmission en soins intensifs. Ça a été un petit peu contredit par les toutes dernières méta-analyses publiées. Alors voici une méta-analyse publiée récemment qui a porté au total sur 10 études randomisées contrôlées et 5 revues de la littérature, qui a montré les effets bénéfiques de la mobilisation précoce en réanimation sur la fonction physique, sur la qualité de vie, sur la force musculaire, sur la durée de la ventilation mécanique, sur la durée de séjour en réanimation et à l'hôpital. Et enfin, elle a montré également, ça c'est important, qu'il n'y a pas d'effet sur la mortalité. Autre revue de la littérature et méta-analyse toute récente qui a montré qu'il y avait un effet positif essentiellement sur la capacité de marche sans assistance à la sortie de l'hôpital. Par contre, cette méta-analyse n'a pas montré d'effet sur la force musculaire, sur la fonction et sur la qualité de vie. Ça, c'est important. Et voici la dernière grosse méta-analyse qui a montré, quant à elle, qu'il y avait un effet positif sur la force musculaire à la sortie des soins intensifs, qu'il y avait un effet positif sur la capacité de marche sans assistance à la sortie de l'hôpital. Par contre, qu'il n'y avait pas d'effet sur la mortalité, et ce, que ce soit à court ou à long terme, donc que ce soit à la sortie des soins intensifs, à la sortie de l'hôpital ou encore à 6 mois de suivi.
Donc en conclusion, les séquelles motrices et les problèmes de perte d'autonomie ne constituent pas, à mon sens, un petit problème. Il est important de pouvoir les prévenir, donc contrôler le sepsis, limiter la sédation, mobiliser le patient le plus tôt possible, donc dès que son état hémodynamique, respiratoire et neurologique le permet. La mobilisation est faisable, elle s'avère être plutôt efficace. Elle n'est pas dangereuse pour le patient puisqu'elle n'a pas d'impact sur la mortalité. Et enfin, je dirais que davantage d'études sont nécessaires afin d'évaluer plus spécifiquement les différentes techniques, les différents timings, quand commencer la mobilisation. C'est quoi la mobilisation précoce? Est-ce que c'est 3 jours, plus ou moins? En général, c'est entre 2 et 5, mais on ne sait pas exactement quand est-ce qu'il faut commencer. Il faudrait également définir la fréquence, 1 ou 2 fois par jour, le dosage aussi des séances, est-ce que c'est moins d'une demi-heure, plus d'une demi-heure, et pour quel type de patient? Donc, quelle technique spécifique pour quel patient? Donc, toutes ces questions restent encore en suspens, on va dire. Et je terminerai par vous dire que pourrait le faire éventuellement facilement au chevet du patient, puisque nous avons à notre disposition de nombreux outils d'évaluation qui sont actuellement validés, qui sont tout à fait fiables et qui nous permettent d'évaluer la masse, la force et enfin la fonction musculaire de nos patients. Je vous remercie.